maintenant au chapitre 11. Donc, à travers ce chapitre, le narrateur va nous décrire les murs de son cachot. Donc, les écritures et les dessins et les figures, et plus les noms des anciens condamnés sur les murs de sa cellule. Puisque les jours ne paraissent pas, que faire de la nuit? Donc là, le narrateur pose une question rhétorique, oratoire ou une fausse question. Pour se demander, il va faire quoi par la nuit lente, donc, et dont le jour est encore plus loin. Donc, généralement, le narrateur utilise ce genre de questions pour impliquer le lecteur. D'accord? Donc, il m'est venu une idée. Donc, le narrateur, là, va faire quoi par cette nuit? Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Elle a décidé de lire les écritures sur les murs de sa cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et qui s'effacent. Et s'effacent les uns les autres. Donc, elle a trouvé quoi? Dans les murs, des écritures, de dessins, c'est une énumération de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Donc, comment ça? Donc, comment un nom peut effacer l'autre? Donc, parce qu'ils se mêlent et se mélangent. Donc, par exemple, le condamné va écrire son nom aujourd'hui. Donc, après son départ, donc le prochain condamné aussi, il va écrire son nom sur le nom du condamné. La même chose, donc le troisième condamné qui va devenir hôte de la même cellule aussi, il va écrire ce nom. Comme ça, les noms se mêlent et s'effacent les uns les autres. Mais pourquoi les condamnés ou bien les prisonniers décident d'écrire leur nom sur le mur pour laisser une trace? D'accord? Donc, parce que chacun d'eux veut laisser une trace, il veut montrer qu'il a passé par là un jour. Donc, il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, et c'est du moins. C'est du crayon, donc le moyen par lequel ces condamnés-là, ils ont écrit leur nom, ou bien ils ont fait des dessins et des figures bizarres par du crayon, de la craie, du charbon, donc soit qalam, tabasher. Donc des lettres noires, donc la couleur des écritures ou bien des dessins, donc soit des lettres noires, des blanches, grises, souvent de profonde entaille dans la pierre. Donc de profonde entaille, ça veut dire ils sont gravés dans la pierre, d'accord? Donc ils essayent d'enfoncer la craie ou bien le crayon pour que le nom ou bien le dessin se grave sur le mur. Donc, souvent de profonde entaille dans la pierre, ça et là, c'est une antithèse, deux mots opposés, ça et là, des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Donc, aussi on trouve des caractères rouillés. Donc, ça veut dire quoi rouillé? Lorsqu'on laisse le faire une longue période ailleurs, donc en plein air, donc il devient rouillé, donc كيولي مصدي. Donc الحديد فاش كنخليوه برا كيولي مصدي rouillé. D'accord? Donc la même chose. Donc ces caractères, ils sont rouillés. Pourquoi? On dirait écrits avec du sang. Donc comme s'ils sont écrits avec du sang. Donc حلا مكتوبين بالدم, et c'est une comparaison. Certes, si j'avais l'esprit libre, plus libre, donc là le narrateur souhaite. D'accord? Si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais. Donc, il utilise le conditionnel présent parce qu'il sait très bien que cette action est irréalisable. Je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux. Donc, il parle là de quel livre? Donc, il parle des écritures, des dessins, des figures, des noms. Donc, il a comparé tout ça avec un livre. D'accord? Donc, c'est une métaphore donc, qui se développe page à page. Donc, on peut dire aussi que c'est une métaphore parce qu'on n'a pas des pages, on a seulement des murs. Donc, elle a comparé les murs avec les pages. À mes yeux, sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais la même chose, le conditionnel présent, à recomposer un tout de ces fragments. Donc là, on a une antithèse. Pourquoi? Parce que le tout, l'ensemble, et les fragments, les parties, les paragraphes. Lorsqu'on parle d'un livre, donc on peut dire des paragraphes. Donc là, le condamné veut former un ensemble, un tout
de ces parties, de ces paragraphes, de ces écritures dispersées, donc épars sur la dalle. Ça veut dire ces pensées ou bien ces écritures dispersées sur la dalle ou bien sur les murs. À retrouver chaque homme sous chaque nom. Donc, il désire retrouver, déchiffrer le nom de chaque homme sous chaque nom. Donc, on a la répétition de chaque. À rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées. Donc là, on a une personnification parce que normalement, mutilé, on utilise pour une partie du corps. Par exemple, la jambe ou bien la main. On dit une main. Une personne qui a une main mutilée, donc yed mabtoura ou une jambe mutilée, donc c'est une personnification. À ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, donc découpés, corps sans tête. Donc là, le narrateur va comparer corps sans tête comme ceux qui les ont écrits. Donc, qui a écrit ces écritures ou bien ces phrases? Donc, les anciens prisonniers. Donc, ces anciens prisonniers, ils sont corps comme leur écriture, corps sans tête. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'ils vont mourir, ils vont être guillotinés. D'accord? Décapités. Donc, ils vont perdre leur tête. C'est pour cette raison le narrateur a comparé les écritures avec leur écrivain ou bien leur propriétaire. À la hauteur de mon chevet, il y a 2 cœurs enflammés, percés d'une flèche et au-dessus. Donc, 2 cœurs enflammés, donc ça veut dire, ou bien percés d'une flèche, ça veut dire 2 cœurs. Donc, le dessin, rasm diel 2 cœurs, avec des flèches qui passent au milieu, d'accord? Donc, ils sont percés avec des flèches. Et au-dessus, donc ils ont écrit au-dessus, en haut, amour pour la vie. Donc, un ancien prisonnier ou bien un ancien condamné à mort, elle a dessiné les 2 cœurs et elle a écrit au-dessus amour pour la vie. Donc, peut-être pour sa bien-aimée. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à 3 cornes. Donc, elle a trouvé quoi encore? Une espèce de chapeau à 3 cornes avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessus de ces mots. Vive l'empereur 1824. Donc là, c'est quelqu'un, par exemple, qui aime son empereur et elle a mis aussi l'année, donc l'année de son emprisonnement 1824. Encore, ces cœurs enflammés avec cette inscription caractéristique dans une prison, j'aime et j'adore Matthieu dans 20 Jacques. Donc, chaque prisonnier écrit donc soit ses pensées, donc soit les choses qu'il croit ou bien les choses qu'il désire écrire. Donc, chaque condamné écrit ce qu'il veut sur les murs. Donc, elle a écrit, donc elle a mis 2 cœurs enflammés, elle a écrit amour pour la vie. Un autre, elle a mis un 4 ou bien elle a dessiné un chapeau à 3 cornes et elle a écrit vive l'empereur 1824. Un autre, elle a écrit il a dessiné encore des cœurs enflammés avec cette inscription. Donc, j'aime et j'adore Matthieu dans 20 Jacques. Donc, sur le mur opposé, on lit ce nom. Sur le mur opposé, on lit ce nom. Papavoine. Le P majuscule est brodé d'arabesques et enjolivé avec soin. Donc, Papavoine, c'est un homicide, d'accord? Donc, c'est quelqu'un, comme on va découvrir dans le chapitre suivant, donc c'est quelqu'un qui tue les enfants, d'accord? Donc, qui tue les enfants à coups de couteau, d'accord? Donc, c'est un criminel très célèbre en France à l'époque. Donc, le P majuscule, donc comment elle a écrit? Donc, ce Papavoine était hôte de la même cellule du condamné, d'accord? Donc, elle a passé par la même cellule. Donc, elle a écrit son nom avec le P majuscule et brodé. Donc, le P, donc, brodé
d'arabesque. Donc l'arabesque, c'est un genre d'art. Donc طريقة ديال التفنن في الكتابة مثلا. Donc comme ça, donc elle était brodée. Un couplet d'une chanson obscène. Donc aussi il a trouvé quoi? Donc là le narrateur est en train de nous énumérer, il a trouvé quoi dans les murs? Donc des cœurs enflammés, des dessins, des écritures, des noms des anciens prisonniers. Un couplet d'une chanson obscène, une chanson obscène, indélicate, ou bien indélicate. Une chanson, une mauvaise chanson par exemple. Un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre. Donc un bonnet, donc un chapeau de liberté sculpté, ça veut dire menhout, profondément gravé, assez profondément dans la pierre. Avec ceci dessus, Boris, la République. C'était un des quatre, donc c'était quoi? C'était un des quatre sous-officiers de La Rochelle, pauvres jeunes hommes que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Donc là, le narrateur fait allusion à la révolution de cet homme contre le régime royal à l'époque. Donc, un homme qui a fait une révolution contre le régime royal, et qui était condamné à mort. Donc là, c'est pour cette raison le narrateur a dit leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses, donc ils sont mauvaises. Pour une idée, donc il était condamné pourquoi? Juste pour une idée. Donc, pour une révolution, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité. Donc là, on a une hyperbole. Donc toujours lorsqu'on utilise horrible, on parle de l'hyperbole qu'on appelle la guillotine. Et moi qui me plaignais, moi misérable qui ai commis un véritable crime qui est versé du sang. Donc là, le narrateur compare son acte avec celui de cet homme. Donc, elle a versé du sang alors qu'une autre personne était condamnée juste pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir crayonner en blanc, donc la fin des recherches. Pour ce chapitre, je viens de voir crayonner en blanc au coin du mur une image épouvantable. Donc elle a trouvé une image épouvantable, donc une image qui l'a effrayée. La figure de cet échafaud qui est à l'heure qu'il est se dresse peut-être pour moi. Donc elle a trouvé quoi? Le dessin, la figure de l'échafaud. On a déjà dit que l'échafaud c'est le pas de la guillotine. D'accord? Donc peut-être elle a trouvé le dessin de la guillotine ou bien de l'échafaud et elle a cru que cet échafaud se dresse pour lui. La lampe a failli me tomber des mains. Donc, elle était effrayée. D'accord? Donc, c'est pour cette raison, elle a dû faire laisser la lampe tomber de ses mains.